Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Une décision de justice est valable 10 ans. Donc on peut se dire que peut-être qu'aujourd'hui le locataire n'a pas une bonne situation et ça va pas trop dans sa vie, mais peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, il aura une meilleure situation. Donc, peut-être qu'il sera d'accord de régler spontanément les loyers impayés. Les frais d'exécution sont à la charge du débiteur, donc on se dit ah bah c'est bon, c'est le locataire qui va payer, mais la réalité c'est que s'il est insolvable, l'huissier ou le commissaire de justice, c'est à vous qu'il envoie la facture. Quand on étudie un dossier locatif, faut être au calme, clairement. Souvent on est dans le stress, dans le speed, mais je pense que c'est une erreur. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Si tu investis en immobilier, tu le sais, le parcours d'un investissement est semé d'embûches. C'est un process long qui va t'exposer au cours de chaque étape, de la signature du compromis à la signature du bail de location, à des risques de dérapage coûteux qui peuvent effacer la rentabilité espérée de ton investissement et réduire à néant tous les efforts que tu as mis en place. C'est plutôt dommage. Parmi tous ces risques de dérapage, il y en a un qui effraie particulièrement les propriétaires bailleurs et investisseurs, c'est le risque d'impayé de loyer. Un impayé est d'autant plus traumatisant qu'on se sent souvent démuni et mal armé pour y faire face. On anticipe déjà des âpres discussions avec les locataires, des démarches pénibles avec les sociétés de garantie, ou pire, des procédures judiciaires sans fin. Alors qu'en est-il vraiment et comment peut-on se préparer au mieux pour anticiper ce type de risque et y faire face ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Claire Michel, notre invitée du jour. Investisseuse et clerc d'huissier de justice, profession qu'on appelle maintenant commissaire de justice. Pendant de nombreuses années, Claire apporte donc avec elle un vécu et une expérience intéressante sur les problématiques d'impayés de loyer et de recours ou non à la justice pour les remédier. Contrairement à l'univers habituellement feutré des commissaires de justice, Claire privilégie le partage de sa connaissance au plus grand nombre avec un langage direct, des informations pratiques et actionnables. Au cours de l'entretien, on verra notamment quel est le rôle d'un commissaire de justice et pourquoi Claire a fait le choix de ne pas poursuivre sur cette voie pour ouvrir son étude, comment bien sélectionner son locataire pour limiter les risques d'impayés et comment réagir quand on y fait face, comment récupérer son dû, même parfois plusieurs années après la phase d'impayé, quel type de garanties permettent de se prémunir contre d'éventuels impayés et comment les sélectionner. Quelles sont les principales fausses idées que Claire voit souvent passer auprès des investisseurs au sujet de la gestion locative et du recouvrement d'impayés. Un épisode qui te donnera des armes pour aborder un peu plus sereinement la gestion locative de tes biens pour te permettre de te concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je te préviens au passage, et tu l'entendras, ma voix est assez différente sur cette interview à cause d'un coup de froid que j'avais attrapé la nuit d'avant. Ouais, en plein mois de juillet. Une voix de crooner qui était sûrement parfaite pour enregistrer un album de blues, mais peut-être un peu moins pour enregistrer un épisode de podcast. J'espère qu'elle t'écorchera pas trop les oreilles. Avant de démarrer, un petit mot de remerciement pour les personnes qui ont soutenu ce podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou d'échanges sur les réseaux Insta, Twitter, LinkedIn ou même par mail sur paco@investisseur40.com. Merci à Dugarry13 pour le commentaire 5 étoiles inspirant sur Apple Podcast cette semaine.
Et puis un bonjour à Auxence, merci pour les suggestions concernant les sessions live. On est bien parti pour continuer de s'améliorer. Au passage d'ailleurs, le prochain live, c'est le mardi 9 août à 17h avec Nicolas Chéron. Si tu es libre, ça me ferait plaisir de t'y voir. Allez, on plonge tout de suite dans notre conversation sur les impayés de loyer avec Claire. C'est parti. Salut Claire, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être là sur un thème toujours très intéressant et très actuel toujours, et un petit peu la bête noire des investisseurs IMO, la gestion des impayés. C'est un peu le truc qui est toujours à l'esprit quand t'investis en immobilier, donc c'est cool de pouvoir en parler avec toi. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter dans un premier temps aux auditeurs qui te connaissent peut-être pas encore? Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Claire Michel, je suis juriste et investisseuse, j'habite à Strasbourg, donc si vous êtes de passage, faites-moi signe, ce sera avec grand plaisir pour aller boire un thé vert bio. Non, plus sérieusement, du coup je suis diplômée huissier de justice, donc titulaire de l'examen professionnel. D'ailleurs, les huissiers de justice sont devenus les commissaires de justice depuis juillet 2022, puisque c'est issu de la fusion de la profession de commissaire-priseur et d'huissier de justice. Donc je vais dire peut-être commissaire de justice pour la longévité de ton podcast. Ça sera plus sérieux que huissier de justice si on réécoute dans 5 ans. Ah d'accord, ouais, je savais pas. Donc je suis une ancienne, tu savais pas? Ouais, ça a pas été trop communiqué, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, donc je suis une ancienne clerc d'huissier de justice. J'ai décidé de ne pas m'installer et ne pas acheter d'études d'huissier de justice au final pour tenter l'aventure du blogging, et au final c'est ce qui me plaît vraiment et c'est ce qui plaît aussi aux investisseurs. Donc je partage maintenant toutes mes connaissances juridiques auprès des investisseurs immobiliers notamment, et j'ai aussi d'autres activités. J'aide les élèves huissiers ou commissaires de justice à réussir leur examen professionnel, et j'ai également un parc immobilier que je gère. Donc j'ai des locations nues et des locations courte durée. D'accord, ok, ouais, donc pas mal de choses en fait dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, et puis toujours un pied dans le monde des commissaires du coup de justice. Oui, tout à fait. J'ai encore beaucoup d'amis qui sont dans la profession, donc j'échange avec eux. Je reste informée malgré tout, alors que j'ai quitté entre guillemets la profession. Mais au final, je pense que je me forme tout autant, si ce n'est même peut-être plus que certains huissiers de justice ou commissaires de justice. Ouais, bien sûr, ouais, pour être toujours un peu à la page. C'est clair. Est-ce que tu pourrais peut-être, juste pour replacer un peu le contexte sur, parce que y a peut-être peu de gens connaissent en fait le parcours classique et on va dire le rôle d'un commissaire de justice, et on va dire les points de contact entre un commissaire de justice et un investisseur IMO sur des problématiques notamment d'impayés ou autres. Peut-être rappeler comment, enfin le parcours classique en fait dans ce domaine-là, et qu'est-ce qu'il fait au quotidien en fait. Exactement. Donc en fait, on dit que c'est un juriste de proximité ou de terrain, donc qui doit étudier les lois. Donc il faut avoir fait 5 ans de droit, un master 2 pour pouvoir prétendre au concours d'entrée de cette profession dans sa nouvelle formule. Et en même temps, il faut avoir cet esprit de proximité ou de terrain, parce que on est au contact des propriétaires, des locataires, même d'autres choses, des entreprises, puisqu'il n'y a pas que les loyers impayés dans le métier de commissaire de justice, et heureusement. Il y a aussi tout ce qui est les constats, par exemple. Donc c'est vrai que mon expérience de clerc d'huissier, j'étais affectée au constat, m'a permis d'avoir des termes dans la construction. Tu sais, c'est souvent des problèmes d'abandon de chantier, ou alors un constat avant travaux, après travaux, pour que l'entrepreneur, on ne puisse pas lui reprocher que des travaux étaient, et endommagé une partie de la rue par exemple, ou une maison. Quels sont les autres points de contact? Il y a le fait d'expliquer les recours, le fait d'expliquer quelles sont les procédures aux personnes. Donc c'est vraiment ça que j'aime beaucoup, c'est la vulgarisation en fait. C'est un juriste donc qui connaît les lois et qui doit se former chaque année, mais qui en même temps doit retenir que ce qui intéresse vraiment la personne qu'il a devant lui. Est-ce qu'il est c'est quoi le modèle en fait? Il est au service de qui en fait? Est-ce qu'on le mandate pour une problématique à un moment donné? J'essaie de faire un petit peu le lien avec les notaires, tu vois, notamment. Exactement, ça ressemble pas mal au système des notaires. Donc il y a un numerus clausus, ça veut dire qu'il y a un nombre limité d'études d'huissiers ou de commissaires de justice en France. Il faut en fait les racheter. On dit que le commissaire de justice détient une parcelle de puissance ou de l'autorité publique, puisque par exemple pouvoir ouvrir un domicile avec un serrurier bien sûr et la force publique ou des témoins, c'est quelque chose qui est interdit à n'importe qui, mais un huissier de justice ou un commissaire de justice a le droit de le faire, parce qu'il est assermenté, parce que il respecte en fait un cadre qui est très strict. On dit aussi qu'il a un monopole pour certaines activités, par exemple ce qui s'appelle la signification des jugements. Donc c'est le fait de porter à la connaissance des justiciables une décision de justice qui serait rendue contre eux,
ou à leur demande d'ailleurs, c'est surtout en général aux débiteurs, aux personnes qui sont condamnées, que les décisions sont signifiées. Et puis aussi le fait de faire des saisies, ça fait partie aussi du monopole, il y a que les commissaires de justice qui peuvent les faire. Donc c'est le fait en fait d'exécuter une décision. Donc c'est un juge ou un tribunal qui rend une décision de justice, et sur la base de cette décision, un commissaire de justice va l'appliquer ou l'exécuter, c'est un terme un petit peu fort, mais c'est comme ça que ça s'appelle juridiquement, pour que la personne qui a bénéficié de cette décision, qui est le créancier, ça s'appelle, puisse recouvrer son argent contre le débiteur. D'accord. Donc sur cette activité-là, c'est clairement le bras en fait armé sur le terrain en tout cas des décisions de justice, donc des pouvoirs publics. Est-ce qu'il y a d'autres types, et là, encore une fois je pense un petit peu aux notaires notamment qui ont aussi cette activité pour le compte en fait de l'État, en fait de collecter les taxes notamment et autres, mais qui à côté ont aussi un autre agenda, si tu veux, notre niveau d'objectif aussi, plus pour une étude en particulier qui est et qui est aussi rémunéré, et qui permet en fait dans leur business model d'être économiquement viable. Est-ce qu'il y a aussi cette double cette double approche en fait chez les commissaires? Oui, tout à fait. Donc, comme tu le disais, il y a une partie donc qui est réglementée, notamment que vous alliez chez un commissaire de justice à Strasbourg, à Paris, dans le sud, ça sera le même tarif pour la même affaire. Et effectivement, il y a une partie des activités, d'autre part, où le tarif est libre, donc où on va dire, le tarif n'est pas réglementé. Donc, par exemple, les constats, c'est un tarif entre guillemets libre, après qui sera souvent facturé à l'heure ou en fonction de la complexité. Il y a aussi ce qui est les consultations juridiques. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins connu, mais je vous invite, si vous avez une problématique, à contacter les commissaires de justice. Ils peuvent aussi vous faire des consultations sur certains points juridiques, que ce soit des congés, que ce soit même est-ce qu'il y a une opportunité de poursuivre par exemple un impayé ou pas. Ça peut être ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui n'est pas réglementé? Il y a aussi on va dire en activité plus libre, le recouvrement amiable, puisque là, les huissiers de justice ou commissaires de justice sont en concurrence avec des sociétés de recouvrement amiable, par exemple. Donc, recouvrement amiable, ça veut dire que le commissaire de justice ne va pas passer par le fait d'obtenir une décision de justice pour demander les sous à votre débiteur. Il va essayer de le faire à l'amiable. Comme ça, en fait, l'avantage de ça, c'est que ça évite des délais et des frais à tout le monde. En tout cas, bien sûr que l'huissier ou le commissaire de justice va prendre des frais, mais ça sera bien moindre que aller faire des saisies dans les banques, ce genre de choses. Et ça sera plus rapide aussi si votre débiteur paye, évidemment. Parfois, une simple lettre, ça permet d'encaisser les sous. Donc, il n'y a pas que la contrainte, les saisies et tout ça. Il faut y penser. Ouais, tout à fait. Et là, du coup, le tarif, il est libre et il dépend de quoi, en fait, typiquement de la demande, du type de service Ouais, ce sont des conventions qui sont négociées avec le créancier. Donc après, ça peut dépendre aussi du nombre de dossiers qui sont adressés. Ça peut dépendre de plusieurs choses. Ça dépend peut-être de la mission confiée. Est-ce que c'est juste passer 2 appels téléphoniques? Est-ce que ça va être envoyer des lettres? Ça dépend. Ça, c'est vraiment libre négociation. Ouais. Non, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'un peu comme le notaire également, je trouve qu'il y a une sorte de comment dire, peut-être de peur, de déférence, tu vois, de l'individu ou de l'investisseur vis-à-vis de ce qu'il considère qu'être comme une force immuable, un bras armé de l'État, alors qu'il l'est sur certains domaines, mais pas forcément sur tout. Et du coup, peut-être un manque aussi d'audace à essayer de négocier ou d'essayer de comprendre, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre la dynamique économique derrière, parce que voilà, ça reste une personne humaine qui fait un boulot, qui a une expertise et qui peut la mettre au service d'autre chose que juste quand on arrive on va dire aux trucs les plus graves. Tout à fait. Et c'est quelque chose que je vois souvent, c'est des personnes me posent une question, même par exemple pour les notaires, ils me disent ah oui bah là tu vois j'ai signé un compromis et puis j'ai ça et ça, donc moi j'ai pas le droit de faire de consultation juridique, je peux que donner des formations parce que la loi dit que je n'ai pas mon étude donc je n'ai pas le droit de faire de consultation, donc moi je respecte la loi. Mais parfois on me pose ce genre de questions, donc je dis non mais attends, tu payes un notaire ou tu payes un huissier de justice, en plus pour cette affaire-là, donc tu sais il a un devoir de conseil, un devoir d'information. Donc il faut que tu ailles lui demander ah oui mais quand je lui écris un mail il me répond pas. Voilà, après ça c'est souvent le problème en pratique pardon. Mais je suis d'accord avec toi que souvent ils ont une réticence certains investisseurs, mais c'est dommage, il faut leur demander aux juristes. Ils sont là pour vous défendre. Ça marche. Et pour juste terminer un petit peu sur ton parcours à toi, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas suivi le parcours classique et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et il y avait des choses qui manquaient, des choses que tu voulais faire après, plus que d'autres en fait?
Oui. En fait, j'ai d'abord cherché une étude pour m'installer, donc une étude à l'époque du huissier de justice à reprendre, etc. J'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je suis retournée en tant que clerc expert, ça s'appelle clerc d'huissier, mais titulaire de l'examen d'huissier. Donc c'était super intéressant, j'avais des dossiers assez difficiles. En fait, c'est vraiment les dossiers qu'on me donnait où il y avait des recherches juridiques à faire. Tu vois, par exemple, à un moment, j'avais là, il va y avoir une saisie d'avion à faire. Oh mon Dieu, mais comment on fait ça? Donc je suis allée chercher dans les textes parce que c'est vrai que c'est pas un truc qu'on fait souvent, ou voilà des dossiers d'avocats avec beaucoup de parties, ce genre de choses. Donc c'est ça en fait un clerc d'huissier titulaire de l'examen, ou clerc de commissaire de justice, il faut dire maintenant. Comment on saisit un avion là? Tu m'as attiré ma curiosité là. Donc faut respecter une procédure, mais c'est surtout il fallait voir que les conditions étaient bien remplies. Mais ce que j'avais appris en faisant cette recherche juridique, c'est que un avion saisi, il faut placer le nez contre un mur parce que en fait l'avion n'a pas de marche arrière. Ce que je ne savais pas, apparemment c'est une machine qui doit le tirer. Alors je sais pas si depuis le temps que j'ai fait cette recherche, maintenant ça existe la marche arrière sur les avions, mais voilà, en tout cas c'était la petite chose que j'ai apprise, le point technique. Ça fait partie de la saisie pratique, voilà. Mais ce sont les huissiers qui font les saisies. Moi, j'ai jamais fait de saisie, je n'ai pas le droit de toute façon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait en partir? C'est qu'après, je suis revenue à Strasbourg, donc là où j'habite toujours aujourd'hui. Et en fait, pour être huissier ou commissaire de justice à Strasbourg, il faut passer encore en plus un examen de droit local. Et moi, j'ai tellement mangé de livres, tu vois, moi je suis l'étudiante en droit qui a toujours fait tous ses devoirs, qu'on lui a demandé, qui a lu toutes les jurisprudences, tous les textes. Donc là, c'était trop, ça faisait 7 ans que j'avais vraiment consacré ma vie au droit, j'avais envie de vivre autre chose. Et les conditions de travail en tant qu'employé d'une étude d'huissier sont pas top. Ouais, la mentalité est pas très flexible non plus, tu vois, je voulais même oser peut-être parler du télétravail à un moment, et puis je voyais que ça s'appliquait pas. Le salaire était pas top, tu vois, au plus haut de ma carrière, j'avais gagné 1930 euros net en 39 heures, dont 50 euros de SNCF, donc 1880. Donc je me suis dit, bon ben, si je veux un peu plus de liberté et plus de créativité, peut-être qu'une autre voie est possible. Donc toujours rester dans le milieu, entre guillemets, mais partager plutôt sur Internet. C'est vrai que c'était mon rêve de pouvoir travailler de n'importe où. Et aujourd'hui, j'ai un défi de voyager une semaine par mois. Donc c'est vrai que le métier de clerc d'huissier ou d'huissier ne permet pas cela. Même quand tu montes en carrière, tu n'obtiens pas des salaires mirobolants, j'imagine, parce que tu pars à 1009 pour ça. Ouais, alors c'est vrai que ce que je t'ai dit, c'était la convention collective à l'époque. Après, il faut savoir que je n'étais pas très bonne négociatrice non plus à l'époque. Donc c'est très clairement de ma faute, le salaire que j'avais, c'est parce que je n'avais jamais demandé plus et que je n'osais pas négocier, je n'osais pas demander, j'étais pas du tout dans ce mindset-là. Donc voilà, c'est totalement de ma faute. J'aurais peut-être pu obtenir un peu plus, mais voilà, après on n'est pas sûr de trouver un travail dans le secteur où on habite et tout. Ouais. Voilà. Et depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as rencontré combien, à quelle fréquence tu rencontres ou tu dialogues avec des investisseurs en fait sur ces thèmes-là? Très très souvent en fait, je suis co-administratrice d'un groupe Facebook qui s'appelle Bâtir son empire immobilier, qu'on a créé et qu'on anime avec Aurélien Thiriot. Là on est plus de 11 000 membres, donc les investisseurs tous les jours sur Instagram ils viennent me parler. Mon compte c'est Claire d'huissier, donc mon prénom Claire d'huissier pour le petit jeu de mots. Donc tu vois, même avec mon blog, j'ai une newsletter, j'envoie des mails, donc c'est comme toi, je pense, on est vraiment au quotidien en train de parler de tout ça avec les investisseurs. Et depuis combien d'années tu as fait ça en fait? Alors j'ai lancé mon blog en 2017, j'ai lancé le groupe Facebook avec Aurélien en 2019 et j'ai quitté le salariat début 2021. Tu as dû quand même pas mal en récolter des problématiques et en voir des cas quoi. Ah mais c'est trop intéressant. Ah oui, c'est tellement intéressant. Alors du coup, je fais la recherche, j'ai pas le droit de la partager à la personne, mais parfois, ensuite, je fais un post en disant, voilà, une situation XY, voilà, quelle possibilité vous auriez, étape 1, étape 2, ceci, cela, mais allez toujours consulter un avocat. Voilà, je mets toujours le petit disclaimer, parce que j'ai jamais envie qu'on me reproche quoi que ce soit dans mon activité, parce que je veux la continuer longtemps. Mais j'ai vraiment cette valeur de partage, en tout cas comme toi. Donc je suis très contente qu'on discute ensemble. Ouais, non, c'est cool. Et ouais, les limitations que tu as juridiques, donc c'est que tu peux pas donner de conseils. Donc en fait, tu peux pas. Ouais, ok. C'est ça. Pas de conseils personnalisés, ouais. Des formations, oui, mais conseils personnalisés, non. La loi française est comme ça parce que je n'ai pas une étude d'huissier. Mais à contrario, tu vois, si j'avais une étude de commissaire de justice ou d'huissier de justice, je pourrais pas avoir une chaîne YouTube, je pourrais pas parler là comme je te parle sur le podcast. Faudrait que je demande toujours l'autorisation à la chambre. Donc tu vois, l'un dans l'autre, ma parole est plus libre. Mais après, c'est vrai que je peux faire moins de choses. Et c'est normal. Toujours des contraintes, quoi. C'est clair. Bien sûr. Mais tant qu'on les choisit, ouais, c'est ok. C'est clair.
Eh ben écoute, c'est parfait justement. Je voulais te lancer. C'est parfait pour se lancer sur le sujet justement des impayés, tu vois, et de comment y faire face, comment les éviter, et puis que si ça fonctionne pas, en fait, quelles sont les prochaines étapes. Qu'est-ce que tu dirais en fait pour déjà peut-être de ce que tu as vu et des cas que tu as étudiés, en fait, quels sont les moyens peut-être de réduire les risques d'impayés, l'approche que tu pourrais conseiller par rapport à ce que tu as déjà entendu? Excellente question. Donc en fait, tout ce que je vous dis, c'est pas des trucs que j'invente. J'ai vu, je dirais, des milliers de dossiers d'impayés et puis des centaines vraiment sur la problématique des impayés locatifs. J'ai reçu beaucoup de propriétaires à l'accueil de l'étude, donc c'est ce que je partage aujourd'hui avec toi. Et aussi sur mon blog recouvrement-facile.com, je me permets de le dire si jamais les gens peuvent chercher par mots-clés. Parfois, il y a peut-être une situation qui peut correspondre plus ou moins et ça permet de se rassurer. Donc par rapport donc vraiment ta question, c'est en amont éviter les risques d'impayés, c'est ça? Parce que souvent les personnes viennent avec la douleur, donc l'impayé est déjà là, mais je pense que c'est une excellente question. Le meilleur moyen, c'est en amont de trouver des solutions pour les éviter. Donc la première solution que je dirais, c'est de bien choisir le candidat. Après, c'est pas une science exacte, on est bien d'accord, mais il y a la partie d'étude du dossier locatif, bien confronter les documents entre eux, repérer les faux documents aussi. Quand je suis speaker dans des événements immobiliers, je fais une petite démonstration sur ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les investisseurs qui font des locations d'habitation, donc tu sais, c'est la loi du 6 juillet 1989, les baux d'habitation qui s'appliquent. En fait, cette loi-là, elle est très protectrice des locataires, beaucoup plus que des propriétaires. Mais en fait, ce que je regrette par rapport à ça, c'est que c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que comme la loi est très protectrice des locataires, les propriétaires, ils veulent encore plus se protéger. Parce que s'il y a un impayé ou quelque chose comme ça, donc ils sont encore plus exigeants. Et du coup, il y a des locataires qui seraient un petit peu précaires, qui finalement ont du mal à trouver un logement. Donc, et c'est aussi pour ça qu'ils falsifient les documents. C'est pas les locataires sont méchants, c'est pas du tout le discours que je tiens. C'est juste, en fait, pour moi, c'est une conséquence de cette loi qui est un petit peu déséquilibrée. Donc bien se former sur ça, faire attention à ça, bien confronter les documents. Vous voyez, par exemple, une petite astuce que je peux donner, c'est, en général, il y a un document d'identité pour le candidat. Vous pouvez comparer les infos de la carte d'identité avec, par exemple, le numéro de sécurité sociale qu'il y a sur la fiche de paye. Si c'est un homme, une femme, ça va être 1 ou 2. L'année de naissance, elle se reporte aussi sur le numéro de sécurité sociale. Et ce genre de choses, bien confronté, en fait. Quand on étudie un dossier locatif, faut être au calme, clairement. Souvent, on est dans le stress, dans le speed. Mais je pense que c'est une erreur. Et on pourra en reparler de ça. La peur de la vacance locative, vouloir mettre absolument quelqu'un. Après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'étude juridique ou l'étude des documents. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il faut se fier à son feeling. Donc ça fait toujours bizarre aux gens. Ah ouais, la juriste, elle dit qu'il faut suivre son instinct. Le feeling, ouais, carrément. Il y a, tu sais, même la PNL, vous observez un peu le comportement du locataire, enfin, tu vois, du candidat, pardon, si il se balade comme ça en disant ah ouais, là le mur bleu c'est pas top quand même. Tu dis déjà il est candidat, il commence à te dire des trucs comme ça. Ça va être comment sur la gestion locative, voilà. Ouais, parce que souvent. T'as une astuce sur ça ? Non, mais j'y pense parce que ça me fait sourire parce que ça me rappelle une situation où j'ai eu un problème d'impayé justement et où j'ai pas écouté cette voix intérieure qui me disait c'est louche et en fait je me suis dit non ça va aller quoi. Donc oui, ok. Ouais, non, c'est clair. Et puis c'est beaucoup ce que me disaient les propriétaires quand je les recevais à l'accueil de l'étude. Et tu sais, il y a cette citation qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi, j'aime pas trop ça parce que je me dis mais non, chacun a le droit à une chance et tout. Mais en fait, si. C'est cette citation, t'es d'accord elle s'applique. Ouais, et puis au pire, en fait, c'est vrai que au pire aussi, il y a le fait que t'as en général plusieurs candidats. En tout cas, si tu proposes un lien de qualité, et au pire du pire, si tu te plantes sur un candidat qui était pas trop mauvais mais qui t'a pas fait une bonne impression, c'est pas très grave, alors que l'inverse est beaucoup plus grave et beaucoup plus de conséquences, quoi. Donc, Exactement, t'as complètement raison. Après, un deuxième aspect pour répondre à ta question, si vraiment vous planté sur la phase précédente, c'est d'avoir le maximum de patrimoine possible sur lesquels recouvrer la dette. Donc ça va pas vous libérer l'appartement, on est bien d'accord. Mais quand je dis avoir le plus de patrimoine possible sur lesquels recouvrer les impayés, c'est avoir un ou plusieurs garants, une garantie loyer impayé ou Visal par exemple. Donc tout n'est pas cumulable ensemble. Certains bailleurs ne peuvent pas avoir une des garanties que je viens d'expliquer et inversement. Donc il faut juste faire attention à ça. Toujours avoir un plan B. Alors ça c'est intéressant du coup. Ça mérite de creuser un peu plus parce que quand tu parles du patrimoine, est-ce que là tu te réfères du coup, peu importe le système de garantie, mais on va dire quand on parle du garant de manière générale,
du coup les patrimoines immobiliers ou mobiliers dont il dispose, ou parce que souvent on utilise aussi par exemple le revenu de la personne, tu vois, le revenu salarié, un salaire typiquement qui est très important. On peut se dire c'est bon, en fait ça dépend du travail, si le travail s'arrête on l'a plus. Est-ce que du coup c'est pour ça que tu parles de patrimoine plutôt que de revenu? En fait, c'est vrai que je dis patrimoine au sens juridique, c'est le fait de dire il y a le maximum de personnes possibles avec des patrimoines entre guillemets incluant revenus, incluant biens immobiliers, etc. Mais c'est vrai que d'un point de vue juridique, ça s'appelle les éléments de solvabilité. Donc effectivement, il y a tout ce que tu as dit. Donc en fait, c'est de multiplier les personnes à qui vous pouvez demander le paiement. C'est ça un des moyens de se couvrir, on va dire, qui ne se valent pas forcément tous, qui ont chacun des contraintes et des coûts. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est le fait de diversifier son risque de cette façon-là, quoi, en ayant entre guillemets plusieurs patrimoines. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Ça marche. On fera peut-être un point là-dessus sur les garanties. Bien sûr. Ça m'intéresse, mais je te laisse continuer. Ouais. Avec grand plaisir. Et puis un dernier aspect pour répondre à ta question, et qui me parle beaucoup moi en tant que femme, puisque tu sais, nous les femmes, on aime la sécurité, etc. Donc je trouve que ça se retrouve aussi dans nos investissements. J'avais noté diviser le risque, donc avoir plusieurs locataires, idéalement. Donc plusieurs biens, si possible, mais même s'il y a qu'un bien, c'est sûr que si vous avez une colocation, vous divisez aussi votre risque même au sein d'un seul bien. Donc avoir plusieurs locataires ou avoir plusieurs biens, par exemple la stratégie des immeubles de rapport, ou même diversifier les types d'exploitation. Par exemple, moi, j'ai des locations nues parce que, tu vois, au confinement 2020, j'étais bien contente que les locations nues elles rentrent alors que les Airbnb, ils étaient en travaux, mais je pense que j'aurais pas eu beaucoup de voyageurs non plus à cette époque-là. Et inversement, j'ai aussi des locations courte durée Airbnb pour booster un peu ma rentabilité. Et comme moi, j'en suis au début de ma carrière d'investisseuse, je voudrais avoir le maximum de sous pour faire grossir la boule de neige et puis enchaîner par la suite. Mais j'ai vraiment mixé les deux types d'exploitation. En tout cas, quelque chose qui vous permet de dormir la nuit. Ouais, c'est intéressant. T'as vraiment eu, en effet, d'un côté, un truc assez agressif quand même, qui est la location courte durée, assez active. Et puis l'autre côté, le côté vraiment beaucoup très très passif, qui est la location nue, quoi. Donc voilà, en fait, faut pas qu'on oublie la base. On est là pour améliorer notre vie. Ça passe par gagner plus d'argent, clairement, mais il faut pas que ça ait trop d'impact, à mon sens, sur notre tranquillité et le fait de bien dormir la nuit. Enfin, moi, très clairement, c'est mon critère numéro 1, c'est de bien dormir la nuit. Voilà. Et ça passe par la division du risque aussi. Ouais, c'est clair, ouais, parce que si t'as des problèmes, des feux à éteindre sur tous tes biens, c'est compliqué, quoi. Ouais. Exactement, voilà. Après, il y a quelque chose qui est borderline, c'est que moi je recommande toujours d'avoir un groupe d'investisseurs local avec qui échanger sur différentes problématiques. Et voilà, si l'un d'entre vous a un impayé, alors après, voilà, c'est pas très c'est très borderline ce que je dis, peut-être échanger entre vous en vous disant attention, là il y a machin qui m'a fait des impayés, qui a détruit l'appartement, la personne elle va chercher à se reloger, attention pas qu'elle postule chez vous et tout. Voilà, je pense que l'entraide ne sera jamais illégale, mais voilà, faut le faire de façon privée entre vous. Voilà, ça sert aussi à ça, les groupes. Ouais, après faut quand même pas, faut pas avoir de chance pour tomber sur le même locataire qui est parti d'un groupe collègue. Mais ouais, tout à fait. Ouais. Et si en dépit de ces préventions et de ces mécanismes, on se retrouve face à un impayé en fait, comment réagir en fait? À partir de quand déjà on identifie que c'est un impayé, que ça commence à être un petit peu fâcheux? Est-ce qu'on se dit on attend, on laisse traîner quelques jours, ou est-ce qu'on y va tout de suite, et comment réagir en fait? Ouais, bien sûr. Excellente question aussi, une fois que ça se passe. Donc, je dirais que si vous voyez qu'il y a déjà quelques jours de décalage par rapport au paiement habituel, ça doit vous alerter. Donc, vous pouvez écrire un petit SMS ou voir passer un appel. Parfois, c'est mieux. Je trouve qu'à l'appel aussi, on sent plus l'état de la personne. Est-ce qu'elle est dans la peur, dans la panique? Est-ce qu'elle s'en fiche complètement? Ça donne un peu la température. Donc, oui, bien sûr, ne pas envoyer l'huissier au jour numéro 2, ça c'est clair. Même si même moi je suis juriste et procédurière, mais non, il faut pas faire ça. Faut pas oublier que l'humain reste au cœur de tout. Enfin, moi je pense que c'est vraiment ça qui fait la priorité de nos invests. Encore une fois, oui, l'argent, machin, mais c'est pas que ça. Enfin, en tout cas pour moi. Donc votre priorité, c'est maintenir une communication en espérant que le locataire y mette du sien. Ça c'est aussi un autre problème. Donc déjà voir est-ce que la personne elle propose elle-même une solution. Parce qu'en général, une personne qui propose, elle, spontanément une solution, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'en sortir. Après, quelqu'un qui dit trop rien, voir avec la personne, trouver un accord, fixer une date aussi, comme ça vous allez pouvoir voir si elle respecte ce que vous avez convenu à la bonne date.
Et sinon, proposer un échelonnement qui soit le plus long possible, parce que si elle a déjà pas réussi à régler un mois, ben c'est peut-être pas en 2 mois qu'elle va régler un mois d'impayé plus le mois en cours. Donc échelonner le maximum, ça peut arriver. Enfin, je pense que ça peut arriver à chacun d'entre nous ce genre de souci. Mais par contre, faut trouver une solution. Donc tout de suite, en fait, prendre contact avec la personne pour essayer de régler le problème, quoi. Pas faire l'autruche, quoi, en tout cas. Non, pas trop. Après, maintenir la communication, même si jamais ça devait partir en procédure, bon, essayer au maximum de maintenir la communication. Moi, je recommande même d'aller sur place. Alors, je vais pas te faire du harcèlement, voilà, attention, mais toujours aller sur place, dire bah voilà, c'est peut-être plutôt dans votre intérêt de rendre les clés plutôt que d'accumuler des dettes et des frais et tout ça. Garder le plus possible un contact. Je sais que c'est pénible et tout, mais je pense qu'il faut quand même montrer qu'on lâche pas, parce que nous, ça nous met aussi en danger. Dans certains cas, donc faire attention à ça. Puis alors, là où il faut être très vigilant aussi, c'est selon la garantie choisie. Par exemple, je sais que Visal, alors moi je le pratique pas, hein, mais j'ai vu que leur site est très bien fait et j'ai vu que ils expliquent la procédure. Donc par exemple, si tu as Visal, je sais qu'au jour, je dis n'importe quoi, mais au jour 8 ou au jour 15, il faut envoyer une lettre. Donc bon, c'est un peu gênant d'envoyer un recommandé, mais voilà, dire au locataire, bah voilà, là comme j'ai pas encore votre règlement, bah la procédure m'oblige à vous envoyer un recommandé, mais si vous pouvez régler entre temps, c'est très bien, on s'arrange entre nous, il y a pas de souci, mais faut faire très attention parce que Visal, peut-être même certains assureurs, ils ont une procédure stricte à suivre, hein, et si vous la suivez pas, ils vont refuser de vous indemniser. Ouais, ça c'est clair, c'est pour ça quoi. Oui. Au-delà en fait de l'aspect juste relationnel, il y a l'aspect aussi les choses qu'il faut faire pour que le contrat soit effectif, quoi. Exactement. Et puis après, s'il y a plus de communication, parce qu'après il y a des locataires qui ont honte, voilà, ils sont dans une situation très compliquée, ils ont très très honte, donc ils vont faire le mort. Là, traînez pas trop non plus et engagez la voie judiciaire, donc c'est-à-dire aller voir un commissaire de justice avec votre contrat de location, les mois impayés, donc vous distinguez sur un décompte les mois impayés, loyer et charges. Je dirais peut-être pas au bout du premier mois, mais voilà, si ça fait déjà 1 mois et demi ou 2 mois, au bout du 2e mois, aller voir l'huissier de justice, parce que en bail d'habitation, hein, là je reste vraiment sur le bail d'habitation, la procédure est très longue. Donc traînez pas trop, sinon vous risquez vous d'être dans des situations compliquées. Et tu peux nous faire justement le déroulé en fait de l'action du début en fait prise en contact avec le commissaire de justice jusqu'au dénouement en fait de l'impayé. Ouais, avec plaisir. En fait, le début de la procédure, il dépend d'une chose, c'est est-ce que dans le contrat de location, donc dans le contrat de bail, est-ce qu'il y a une clause résolutoire. Donc en fait, ce terme barbare, ça veut tout simplement dire est-ce qu'il y a une clause qui dit en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit après un commandement de payer ou une mise en demeure et en laissant passer le délai de 2 mois par exemple. Donc s'il y a cette clause résolutoire, il suffit d'aller voir un commissaire de justice et c'est lui qui va vous rédiger le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Donc autrement dit, c'est un acte par lequel il va contacter en fait le locataire, il va se rendre sur place pour lui signifier l'acte en disant voilà, vous devez tant et tant à ce jour à monsieur Paco, donc vous avez 2 mois à compter d'aujourd'hui pour régulariser auprès de lui et sinon le bail sera résilié. Donc et ça c'est intéressant parce que l'huissier ou le commissaire de justice, quand il va sur place, qu'il rencontre ou non le locataire, ça fait partir le délai de 2 mois. Donc par exemple, si votre locataire il a pas cherché la lettre recommandée, parce que ça arrive très souvent, ça c'est pas un souci quand on confie le dossier à un commissaire de justice. Ouais, c'est ça l'avantage quoi, c'est que les 2 mois vont courir à partir du moment où il y va quoi. Donc quoi qu'il arrive. C'est ça. Dès lors qu'il y a la certitude du domicile, donc la certitude qu'il y habite bien, donc voilà, ça fait enquête de voisinage, non sur sonnette, non sur boîte aux lettres, ce genre de choses, c'est tout bon. Et ça fait partie des activités réglementées du commissaire de justice ? Oui. D'accord. Exactement. En fait, de l'autre solution, c'est s'il n'y a pas de clause résolutoire dans le bail, c'est pas trop grave, mais dans ce cas-là, il faudra directement aller au tribunal, et ça passe par une assignation en résiliation de bail. Donc pareil, hein, vous pouvez aller voir un commissaire de justice ou un avocat, pas obligatoire, mais vous pouvez, et il fera l'acte nécessaire. Donc pareil, en fait, c'est une convocation en justice pour demander la résiliation du bail. Dans les 2 cas, on demande au locataire, au débiteur qui n'a pas payé, de régler la somme ou dans ce courrier ou de se présenter à la justice. C'est quoi en fait les... Alors dans le premier cas, oui. Et s'il ne paye pas au bout des 2 mois, alors on part sur l'assignation. Et dans le cas où il n'y a pas de clause résolutoire, c'est directement la convocation en justice. Alors bien sûr, dans l'assignation ou dans la convocation en justice, il y a marqué Monsieur Paco, il vous demande tant et tant d'euros. Mais on ne demande pas directement le paiement.
Tu vois, après si la personne veut s'exécuter et veut payer spontanément, bah très bien, hein, faudra juste actualiser la dette. Ou alors, s'il règle d'ici l'audience, bah tant mieux, hein. Il faudra dire au juge que c'est bon, c'est réglé, il y a pas besoin de résilier le bail. Mais c'est pas une vraie demande, on va dire, tu vois, au sens comme un commandement de payer. Et ça génère quand même une obligation du coup du bénéficiaire, enfin du propriétaire bailleur, d'actualiser immédiatement la situation en disant c'est bon, mon locataire m'a payé auprès du commissaire ou c'est ça? Oui, il faut toujours tenir au courant les acteurs de la justice parce que pourquoi un jour on avait eu le cas, bah par exemple c'était un propriétaire qui nous avait pas dit que le locataire avait rendu les clés. Et tu vois, c'est assez grave parce que bah du coup mon employeur il avait été forcer la porte. Si on sait pas que les clés sont rendues ou que la dette est à zéro, ou après parfois j'avais aussi une personne une fois, il y avait pas mal d'impayés sur l'appartement et en fait elle a dit non mais moi je veux faire preuve de charité, voilà, je veux pas poursuivre la personne. Donc dès qu'il avait rendu les clés, elle a dit bah vous poursuivez pas pour les loyers quoi. Voilà. Donc faut toujours tenir au courant le commissaire de justice ou le juge si c'est vous qui vous défendez devant le juge, parce que sinon ça peut avoir des conséquences, même des frais pour vous. Voilà, et vous avez le droit à tout instant de stopper la procédure, encore une fois. Hein. C'est votre droit le plus absolu. Ouais, non, c'est bien de le rappeler parce que c'est un outil au service du propriétaire bailleur. C'est pas on appuie sur on et puis d'un coup le processus nous appartient plus, le truc part en live et on garde le contrôle par rapport à ça, quoi. C'est ça. À tout moment, en justice, ça s'appelle un désistement d'instance. Voilà. Donc vous pouvez vous désister de votre demande. Et même une fois que vous avez la décision, vous pouvez tout à fait dire à l'huissier ou au commissaire de justice, non, je souhaite arrêter là. Par exemple, je sais pas, il a rendu les clés et vous voulez pas poursuivre pour les loyers impayés, bah vous avez le droit, quoi. Un petit mail ou lettre recommandée. Ouais, toujours un écrit. Ouais. Non, un mail à l'huissier, c'est tout bon, même un appel. Enfin, parfois il y en a qui se contentent de ça, mais un mail c'est mieux, je trouve. Toujours une trace écrite. On est des juristes, hein, tu sais, on se refait pas. C'est clair. Donc là, sur cette, on va dire cette finalité, sur ce cas-là dont on vient de décrire, en fait, on s'en tire avec les frais réglementés d'une visite. C'est quoi, 300, 400 euros Pour le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, bah tout dépend du montant. Alors il faut que je réfléchisse. Je pense que c'est autour, minimum 90-100 euros, et ça peut monter un peu plus si la dette est très très importante. Ça sera plutôt dans les 150, peut-être un peu plus même, 200. Après, je voulais aussi donner l'astuce à tes auditeurs que parfois il y a une protection juridique dans vos contrats d'assurance. On paye tous plein de contrats d'assurance, parfois on sait même plus trop pourquoi. Eh bien, il y a souvent une protection juridique dans ces contrats-là. Donc ça dépend des garanties, ça dépend de leurs conditions générales de vente, mais certaines prennent en charge les frais de justice. Et certaines prennent parfois même en charge peut-être un premier impayé ou des choses comme ça, à voir. Je pense que c'est surtout les frais de justice qui sont pris en charge. Ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Donc vérifiez ça avant de taper dans votre trésorerie précieuse qui va vous permettre de survivre dans cette situation compliquée. Ouais, c'est clair. Et si ça se gâte, si ça se résolve pas automatiquement, quelles sont les prochaines étapes en fait, toujours sur la voie judiciaire en fait, pour recouvrer son argent? Tout à fait. Donc je me permets de dire, parce qu'en fait c'est un peu embêtant, je pense, à l'oral de parler de ça. J'ai toujours peur d'ennuyer les gens. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Mais Non, ils sont là. J'ai une amie qui a fait un super schéma sur ça. Je me permets de le partager. C'est sur mon blog. C'est donc sur recouvrement-facile.com. Vous tapez vaincre sa peur de propriétaire, maîtriser la procédure d'expulsion. Ou vous tapez juste expulsion sur mon blog et vous allez trouver ce super schéma. Donc en fait, une fois que les 2 mois pour payer sont passés, donc les 2 mois à partir du commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail dont on a parlé. Donc là, c'est la phase de l'assignation, donc la demande en justice. Une fois que cette décision est obtenue, donc il peut se passer plusieurs mois, voire années, on va partir du principe que c'est la décision de première instance qui est obtenue. Ça peut mettre 12 mois, 18 mois à l'obtenir. Toujours en bail d'habitation, hein. En bail commercial c'est différent, en bail professionnel c'est différent. Ensuite, je te rappelle qu'il y a la trêve hivernale. Donc il faut espérer que ce délai de 2 mois pour quitter les lieux ne tombe pas dans la trêve hivernale, parce que s'il tombe dans la trêve hivernale, ça rallonge d'autant le délai pour expulser. Donc les expulsions s'arrêtent au 1er novembre et elles reprennent à partir du mois d'avril. En principe, il y a eu des exceptions avec les confinements et les difficultés de nos concitoyens, mais on va dire en principe ce sont ces dates-là qui va permettre de demander le concours de la force publique. Donc autrement dit, l'huissier de justice ou le commissaire de justice va dire voilà, je me suis rendu tel jour
sur place, monsieur m'a dit qu'il ne peut pas partir, ou je n'ai rencontré personne alors que je passais plusieurs fois. Il faut maintenant passer à l'expulsion et nous demandons le concours de la force publique. Donc en fait, c'est le préfet qui va être d'accord que de la police ou la gendarmerie assiste le commissaire de justice plus tard pour l'expulsion. Donc l'expulsion, c'est vraiment le fait de dire on y va avec un serrurier, donc bien sûr le commissaire de justice et des ménageurs, la police, la gendarmerie, voilà. C'est très rare qu'une procédure d'expulsion aille au bout comme ça, mais parfois c'est obligé parce que les locataires ne partent pas. Ouais, sur l'ensemble de ce process, ouais, on est sur combien si on exclut la trêve hivernale entre le moment où on signifie, on notifie en fait auprès du commissaire, enfin le commissaire va notifier le moment où on recouvre, ou plutôt on expulse en fait. Ça dépend. Parfois le préfet va dire ok pour expulser, mais que en septembre. Ouais, 5 mois. Ouais, voilà. Ok. Ça dépend vraiment des cas. C'est, tu sais, les services sociaux étudient la situation de la personne. Ça va être différent si c'est une personne de 30 ans qui a un emploi et c'est juste qu'elle paye pas pour embêter le monde, ou si c'est je sais pas, n'importe quoi, une famille avec 5 enfants bas âge. Voilà, c'est pas pareil. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok. Et ça, du coup, ça nous amène à l'expulsion du locataire non payeur, mais en termes d'indemnisation, y a rien. Enfin, ça nous amène pas les loyers qui ont pas été payés, quoi. C'est ça. Donc une astuce que je donne, qui va faire un peu criser, je pense, les commissaires de justice, mais c'est pas grave. Moi, de toute façon, j'aime pas le blabla juridique et j'ai toujours la vision d'investisseur, donc moi c'est ce que j'ai envie de partager, donc je le fais. J'espère ne pas mettre trop à dos les commissaires de justice. En fait, il y a deux choses dans ce qui s'appelle l'exécution. La décision. Il y a l'expulsion, donc c'est ce dont on vient de parler. Bon ça, faut que vous le fassiez, parce qu'il faut que vous retrouviez votre appartement, votre maison, votre garage, c'est super important. Et d'autre part, il y a le recouvrement des loyers impayés, comme tu l'as dit, et des charges impayées. Donc si, par exemple, vous avez très peu de trésorerie et que vous voulez vous économiser des frais, et que, dans un premier temps, vous vous dites que de toute façon, l'occupant sans droit ni titre, donc votre locataire, il est insolvable, peut-être qu'il a des difficultés, ça va peut-être servir à rien de faire des saisies sur le compte, ça va peut-être servir à rien de tenter des trucs, ça va vous coûter plus de frais qu'autre chose, et ça n'aura pas de résultat. Donc peut-être juste dire au commissaire de justice, voilà, moi je souhaiterais uniquement que l'expulsion soit poursuivie, mais pas le recouvrement. Donc ça pourra faire quelques économies. Après, il faut savoir qu'une décision de justice, ça c'est une autre astuce que je donne à tes auditeurs, une décision de justice est valable 10 ans. Donc on peut se dire que peut-être qu'aujourd'hui, le locataire occupant sans droit ni titre n'a pas une bonne situation et ça va pas trop dans sa vie, ça arrive à tout le monde, encore une fois, c'est sans jugement, mais peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, il aura une meilleure situation. Peut-être qu'il sera d'accord de régler spontanément les loyers impayés, ou peut-être qu'il faudra remandater un commissaire de justice pour voir si l'ancien locataire est devenu plus solvable et que des saisies peuvent être faites. Et alors là, pour ça, il faut, parce que tu disais qu'il y avait le recouvrement lui-même n'était pas forcément obligatoire tel qu'on l'imagine, mais en revanche, il n'est pas indispensable pour cette partie-là, en fait, si dans 3-4 ans, on souhaite revenir vers le débiteur, lui demander les sommes impayées, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait le processus tout complet, y compris la partie recouvrement? Quand tu parles de décision de justice, tu parles de la première notification au départ? Voilà, il faut avoir signifié la décision de justice, comme ça vous sécurise complètement juridiquement. Le délai de recours de ce débiteur va être expiré, donc il ne pourra plus contester la décision. Et à partir de là, donc toute l'expulsion se déroule. Et puis vous pouvez très bien, dans 4 ans, demander à l'huissier uniquement d'exécuter pour les sommes impayées. Ça c'est tout à fait possible, c'est pas très connu, mais je partage l'astuce parce que je sais très bien que parfois on n'a pas trop de sous, quand on n'a pas d'assurance qui prend en charge les frais, c'est compliqué. Ouais, et puis surtout les chances de pouvoir recouvrer quelque chose quand le locataire s'est remis bien financièrement, elles sont plus élevées qu'au moment où il peut pas payer son loyer, quoi, en fait. Exactement. Et puis il faut savoir que la loi dit que, c'est l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, nous précise que les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur. Donc on se dit, c'est bon, c'est le locataire qui a payé. Mais la réalité, c'est que s'il est insolvable, l'huissier ou le commissaire de justice, c'est à vous qu'il envoie la facture. Donc faire très attention aux frais engagés. Sur le recouvrement, c'est le truc dont tu dis qui est finalement des frais, c'est sûr. Il y a la certitude sur les frais que tu vas payer, mais pas sur ce que tu vas récupérer, quoi. Ouais. Exactement. Et puis une autre astuce que je peux donner, et puis j'aurais révélé pas mal de secrets de la profession, c'est que vous pouvez tout à fait dire au commissaire de justice, pour ce qui est du recouvrement, je ne souhaite pas dépasser 600 € de frais, par exemple.
Tu peux aussi le dire de but en blanc au départ, quoi. Ouais, ok. Ouais, moi je recommande de l'écrire. Mais encore une fois, hein, après si vous pensez qu'il y a des chances de recouvrement, bien sûr, laissez faire le commissaire de justice, il saura ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais voilà, si vous êtes un peu juste et que ça vous met dans l'embarras, limitez juste à l'expulsion, récupérez déjà votre logement, remettez-le en location, refaites-vous une santé financière et puis après, si vous voulez, vous pourrez poursuivre. Voilà. Et puis après, au niveau des impayés, il y a aussi au niveau fiscal, faut faire attention quand on est une société, il y a des déclarations à faire particulières, etc. Les saisies des comptes, ça me semblait quelque chose d'assez quand même assez drastique et impactant. Tu dis qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de succès, de taux de réussite là-dessus. Je dirais pas forcément ça, mais voilà, si vous savez que votre locataire ou ancien locataire, c'est un bénéficiaire du RSA, ou je sais pas, il a eu un accident de vie qui fait qu'il peut plus travailler, qu'il ne vit que de ressources insaisissables, c'est peut-être qu'il vaut mieux attendre, je sais pas, qu'il soit à la retraite ou qu'il a un héritage, je sais pas, à vous de rester en contact. Après, on peut même mandater un détective privé en tant que bailleur. Si c'est une grosse somme, pourquoi pas le faire, hein. Enfin, les banques le font, donc après à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Mais non, en fait, tu sais, il faut lors d'une saisie bancaire, la loi oblige, lorsque la saisie porte sur un compte appartenant à une personne physique, la loi oblige à laisser un minimum insaisissable, qui est en fait ce qui est considéré comme un revenu de survie. Donc voilà, c'est toujours l'humanité qui est au cœur des procédures d'exécution, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça dans notre profession. Donc voilà, si sur un compte il y a que 700 €, la saisie elle va coûter je sais pas 250-300 € dans toute la procédure. Voilà, est-ce que ça vaut vraiment la peine de saisir 100-150 €? Je suis pas sûre. Ouais, bien sûr. Ok. Et je pense aussi au cas où quelqu'un écoute et se dit j'ai eu un impayé, j'ai laissé couler à un moment donné, quelqu'un me doit, un ancien locataire me doit 800 €, 1000 €, 1200 €, et j'ai écouté un podcast sur lequel Claire Michel me dit que en fait une décision de justice est valable 10 ans, mais alors je vais du coup recouvrer mon argent, mais j'ai pas forcément notifié à la base. Est-ce que c'est trop tard une fois que est-ce qu'on peut revenir pour notifier et puis faire agir et faire recouvrer l'argent? Excellente question. Donc là, on est dans le cas où c'était par exemple une expulsion qui a été faite et alors si l'expulsion a été faite, logiquement la décision a été notifiée. Enfin, elle a été signifiée même. Puisque il n'est pas possible d'exécuter contre des personnes sans leur avoir signifié au préalable, et c'est l'article 503 du Code de procédure civile. Mais on va dire que ce serait un cas où par exemple la personne elle est partie d'elle-même et vous voulez quand même plus tard recouvrer. Alors tout dépend en fait de la qualification de la décision. Est-ce que je rentre dans les détails? En fait, tout dépend si la personne a été présente à l'audience, tout dépend si elle a été assignée à personne ou pas. En fait, ça va être différent si c'est un jugement contradictoire, si c'est un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, etc. Donc pour ça, on va dire, pour plus de simplicité, soit vous lisez l'article 478 du Code de procédure civile, soit vous allez voir votre huissier et ça, il vous dira gratuitement si c'est possible ou pas d'exécuter en l'état. Mais non, mais dès que vous obtenez une décision de justice, de toute façon, faites-la signifier. Comme ça, les voies de recours sont expirées, c'est mieux. Non, dans mon cas notamment, c'était pas une décision de justice, ça c'était juste une notification, tu sais, d'un impayé qui était antérieur à l'impayé qui est toujours ouvert, c'est-à-dire que en gros, le locataire m'a déjà remboursé ce qu'il m'avait remboursé au moment où il y a eu la notification, mais il est parti, il m'a laissé une ardoise en fait au moment de partir. Et là du coup, on est dans le cas où on n'a pas eu de décision de justice, il pourrait y avoir une notification nouvelle que je pourrais mais plusieurs années plus tard, tu vois, mais ça va pas être. Ah oui, je comprends. Ok, parfait. Ouais, alors là, je peux aussi donner une autre astuce à tes auditeurs. C'est que, il faut savoir que s'il n'y a pas de décision de justice, la prescription en matière de bail d'habitation, elle est de 3 ans, aujourd'hui. Donc si ton auditeur est dans les 3 ans de l'impayé, il est encore possible de faire quelque chose. Et je vous invite à regarder du côté de l'ordonnance d'injonction de payer, parce que, donc je répète, ordonnance d'injonction de payer, c'est une procédure qui est plus rapide que d'aller au tribunal, être convoqué, etc. C'est plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, le juge, il va rendre sa décision que sur le fait de regarder les pièces du dossier. Donc c'est un peu plus rapide, et il y a et il rend la décision. Et le défendeur, donc votre débiteur, a le droit de s'opposer, mais il y a que 5% d'opposition dans ce type de procédure. Donc si vous pensez pas que la personne va contester, je pense que ça peut être une procédure intéressante. Ouais. Si vous êtes dans les 3 ans. Ah, c'est intéressant ça, parce que je pense aussi que c'est souvent à la sortie en fait que les locataires donnent des ardoises en fait. Et
Ça peut être intéressant. Ou des dégradations. Si le dépôt de garantie ne suffit pas à couvrir des dégradations et que voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ah non mais moi je passe à la suite, je veux pas m'embêter avec des choses négatives dans la tête, je comprends, mais parfois c'est aussi une question de principe, des gens qui n'ont pas respecté, voilà, pour X raison, vous voulez demander la différence, l'ordonnance d'injonction de payer, enfin c'est la requête en injonction de payer qui permet d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer, ça peut être une solution assez simple, même quelqu'un qui n'est pas juriste peut remplir le formulaire assez facilement. Et alors, toujours sur la prévention, on parlait des garanties justement et des cautions. On disait qu'elles se valaient pas forcément toutes, elles avaient des avantages, des inconvénients. On a vu sur la partie, on va dire, sur la garantie Visale, un des inconvénients, c'est qu'il faut notifier la personne, etc. C'est un petit peu lourd. On peut faire un peu le point sur ces garanties, lesquelles sont plus efficaces surtout au moment de l'exécution, parce que c'est là qu'on va s'en rendre compte en fait. On s'en rend pas compte au moment où on la met en place, quoi. C'est vrai. Alors sur Visale, je dirais que c'est très procédurier. Donc faut bien suivre tout à la lettre. Par exemple, si vous envisagez de prendre un candidat qui demande à bénéficier de Visale, faites bien votre validation Visale avant de signer le bail, parce que par exemple si vous ne le faites pas, je sais qu'ils veulent pas ils veulent pas garantir. Donc c'est très très procédurier. Il faut bien écrire. Au 8e jour, au 15e jour, voilà. Mais à condition de bien respecter ça, en général, j'ai des bons retours des investisseurs qui me disent oui, c'est bon, j'ai été indemnisé, voilà. Mais par contre, il y en a qui me disent il y a un truc qui colle pas dans le bail ou dans le process, ils se retirent de l'indemnisation. Donc faire vraiment attention à être bien carré sur Visale, hein. Et c'est gratuit. Et ça, on le sait pas non plus que le dossier est pas complètement complet ou que on le sait pas en amont. C'est ça, j'ai l'impression aussi le problème, hein. C'est ce que j'ai l'impression aussi. Donc encore une fois, hein, moi je pratique pas Visale, mais par exemple là j'ai un investisseur qui m'a raconté que il avait pas mis sa signature sous le nom bailleur, enfin sous le mot bailleur dans le bail, il avait mis sous caution ou un truc comme ça. Donc Visale il se servent de ça pour ne pas indemniser. Donc là il a fait un courrier de recours en disant voilà c'est juste que j'ai pas mis au bon endroit, j'ai pas fait attention. Enfin c'est une erreur toute bête. Et du coup j'espère qu'il va obtenir gain de cause, mais je n'en suis pas sûre. Donc ouais non ça c'est très particulier. Et sur les garanties, les autres types de garanties, du coup, c'est la garantie physique, hein, c'est ça, d'une personne. Oui, tu veux qu'on parle des garants, par exemple ? Oui. Donc, un garant, c'est le fait qu'une personne, en plus du locataire, se porte caution pour lui. Donc, il s'engage à régler les loyers et les charges si le locataire ne le fait pas. Donc là, c'est pareil, c'est gratuit. Après, tous les bailleurs ne peuvent pas en bénéficier, notamment les SCI. Si je dis pas de bêtises, j'ai juste un doute là maintenant, faudrait que je refasse la vérification, mais garant, ouais, il me semble que c'est pas possible pour les SCI. Faudrait que je revérifie. Mais de toute façon, vous le trouvez facilement, vous tapez sur Google, vous avez la réponse. Donc avantage, c'est gratuit. Inconvénient, il faut réussir à trouver quelqu'un qui soit assez proche émotionnellement, on va dire, du locataire, parce que c'est quelqu'un qui voudra pas que, je sais pas, son fils, son frère, sa sœur soit à la rue si il ne paye pas son loyer. Donc voilà, des parents ils voudront jamais que leur fille étudiante ou leur fils étudiant ait des soucis, donc eux c'est sûr, quasiment sûr en tout cas qu'ils régleront. Après si c'est un garant trop éloigné, un ami, ou voilà, ça dans la pratique j'ai quand même pu constater que c'était moins efficace. Alors assez moins efficace dans le sens, quand vous demandez de payer à l'amiable parce que le locataire n'a pas réglé, ils vont un petit peu faire la tête et traîner. Après, en justice, c'est la même chose, hein. Je veux dire, c'est un autre patrimoine sur lequel exécuter, donc vous allez demander une décision contre les deux, et vous pourrez exécuter avec un commissaire de justice contre les deux personnes. Et ouais, donc c'est la même chose. Après, c'est juste qu'en fait, le débiteur, c'est au lieu d'être le locataire, c'est son garant, quoi. Exactement. Après, quand c'est le problème des personnes physiques, on va dire, c'est que ce soit locataire ou même un garant personne physique, c'est qu'ils peuvent tout à fait faire un dossier de surendettement. Donc ça va pas forcément vous protéger, on va dire, des impayés, mais ça voilà, après c'est à vous de voir si vous pensez que la personne est solvable ou pas. C'est juste ça que je trouve un petit peu bancal dans le mécanisme. Après sinon j'ai un investisseur que j'ai trouvé très astucieux, ce qu'il fait c'est qu'en fait il prend plusieurs garants. Donc c'est sûr que d'un point de vue juridique c'est génial, tu te dis ouais, le locataire est tenu de la dette, un garant est tenu de la dette, un deuxième garant est tenu de la dette. Alors, je sais pas si ça sera toujours possible dans le futur, parce que ça, c'est quelque chose qui souhaite être abrogé. Les députés, ils aiment pas trop qu'il y ait plusieurs garants pour une dette. Donc, pour l'instant, cet investisseur, il propose ça, et donc du coup, c'est génial, il a pas d'impayé. Par contre, faut quand même assumer de se dire, peut-être qu'on loue à un actif, je sais pas, qui gagne 50 000, 100 000 à l'année, et on lui demande 2 garants. Il y a pas tous les candidats qui seront d'accord de prendre le logement à ces conditions.
faut toujours voir le pratique et le juridique, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais le côté émotionnel, moi, je valide en fait le fait que, en fait, c'est plutôt un truc de prévention en fait, le fait de faire signer par un garant, déjà de demander en fait à locataire qui trouve un garant qu'il fasse signer avec les deux noms sur le même document. Tu vois, psychologiquement, il y a vraiment un truc qui lie et qui est assez fort. Mais ce que je trouvais intéressant de discuter avec toi et de voir si, et là où j'ai un peu plus de doutes, c'est sur l'exécution, tu vois, de ce genre de choses. Est-ce que on peut raisonnablement, par exemple dans le cas d'une étudiante, typiquement, la locataire elle-même n'a pas de loyer, n'a pas de revenus, pardon, et donc on se fie uniquement aux ressources du garant. Il y a d'autres cas où en fait on a, comme tu disais, un actif qui a des ressources, qui a un garant qui a des ressources. Donc est-ce que c'est une couche de protection, parce qu'on se dit bah il y a une sorte de matelas, tu vois, si lui déjà il peut pas payer, c'est compliqué, si le garant en plus peut pas payer, tu vois. Non, c'est clair, c'est des questions à vous poser. Après, je trouve que c'est aussi personnel de voir qu'est-ce qui vous permet de dormir la nuit. Mais d'un pur point de vue juridique, c'est sûr que un étudiant sans ressources, c'est pas contre lui que vous allez pouvoir recouvrer grand-chose. Bon, après, sauf si vous êtes patient et que vous dites, bah voilà, Claire, elle a dit dans les investisseurs 4.0 que la décision de justice, elle est valable 10 ans, mais nous, on sait qu'on veut les sous maintenant, donc c'est un peu compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi à 200%. Ouais, c'est clair. Quelles sont les idées préconçues peut-être et les freins que tu peux entendre en fait au passage de l'action, notamment que peuvent être en fait ces situations dans la gestion locative, dans la gestion des impayés que tu entends le plus souvent? Est-ce que je peux juste revenir sur la question d'avant, parce qu'il y a aussi les garanties loyers impayés. Peut-être juste donner une astuce aux investisseurs. Voilà. Si jamais vous choisissez ça, donc attention à les assureurs. Après c'est leur business, hein, donc ils voudront indemniser le moins possible. Donc regardez bien les petites clauses. Est-ce que donc garantie loyer impayé, est-ce que ça couvre bien tous les impayés jusqu'à ce que vous retrouviez votre bien? Est-ce que ça prend en charge les frais de justice? Voilà, regardez bien les exclusions de garantie et ce genre de choses. Et en général, c'est un pourcentage sur les loyers. C'est comme ça qu'est rémunéré l'assureur. Et souvent, il demande aussi un cadre, qu'un candidat remplisse tel et tel critère de solvabilité pour en bénéficier. Est-ce que tu dirais d'ailleurs que ce que la GLI, c'est un petit peu un mix entre les avantages et les inconvénients des deux autres, c'est-à-dire que peut-être un peu plus flexible que la garantie fiscale et peut-être un peu plus efficace pour le recouvrement que la garantie physique? Ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire ça. Après, voilà, à condition que l'assureur indemnise bien. Parce que en fait, ce problème-là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, je trouve, parce que l'assureur va demander que le locataire et le garant, que le locataire gagne 3 fois le montant du loyer des charges, par exemple. Donc on se dit ok, bah si je trouve quelqu'un comme ça parce que j'ai vraiment besoin d'une assurance, c'est quand même un risque d'impayé qui est moindre, donc on se pose la question. Mais je trouve que les assurances, on en a jamais besoin jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est un truc qui pourrait me plaire, je pense. Mais je lirai tout le contrat. Ouais. Et là, t'as pas eu non plus des déconvenues particulières qui te sont remontées d'investisseurs sur la GLI? Ah si, bien sûr. Bah notamment là à l'étude, j'avais un investisseur, il était super sympa et tout. Il était à l'accueil, puis il me dit ah c'est trop bien, j'ai mon assurance loyer impayé. Puis je regarde son truc, je fais mais vous avez vu que vous avez que 6 mois indemnisé, là, une procédure d'expulsion, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Ah non, je savais pas. En fait, tu vois, ça s'appelle garantie loyer impayé, au pluriel. Tu te dis, mais pourquoi ils limitent à 6 mois les assureurs? Enfin, c'est pas cool. Alors après, c'est moins cher, hein. C'est toujours un arbitrage entre dépenses, avantages. Mais ouais, non, franchement, faut faire super attention à ces trucs-là. C'est vraiment ça que je dirais. Faire attention à qu'est-ce qui est vraiment compris dans la garantie. Yes. Ok. On passe à ta question sur un peu les freins, les idées préconçues, les choses qui sont peut-être les fausses idées, les trucs qui sont peut-être un peu moins connus ou moins soupçonnés, et puis ou les erreurs fréquentes que tu peux voir. Alors, une idée préconçue, en fait, j'avais fait un petit sondage d'ailleurs sur mon blog, et je disais, qu'est-ce qui vous fait peur dans l'investissement immobilier? Et franchement, les impayés, c'était dans les top 3 des freins, comme tu dis, à l'investissement, avec les travaux aussi, hein, forcément, ça, même moi, ça me fait flipper, ça. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est dommage parce que c'est comme vouloir faire du foot, mais en ayant peur de se faire les croisés, de se blesser. C'est vraiment se priver d'une activité passionnante, et en plus rémunératrice, pour préparer notre retraite, ou voilà, en vivre, pour quelque chose qui peut vraiment être évité. Donc se former, hein, bien s'entourer, avoir des investisseurs autour de soi qui aident à challenger nos idées reçues. Écouter ton podcast avec les personnes ressources qui interviennent sur les sujets qui vous font peur. Mais ouais, c'est vraiment un gros frein, la peur de l'impayé. Après, si vous avez vraiment très très peur des impayés, vous pouvez basculer sur un autre mode d'exploitation, hein. Vous pouvez aller sur les baux commerciaux, par exemple, les locaux commerciaux. Vous pouvez aller sur la location courte durée,
sur les SCPI. Voilà, après, à chaque personne son style d'investissement. Il n'y a pas que l'habitation, pas du tout. Et là, du coup, l'alternative est meilleure parce que les baux sont plus protecteurs du propriétaire, c'est ça? Voilà, alors je dirais un peu moins protecteur des locataires, quand même protecteur, parce que on se rappelle que en 2020 par exemple, les locataires des locaux commerciaux ont été autorisés à reporter leur paiement de loyer. Il faut savoir aussi que quand un locataire en bail commercial est en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, le propriétaire ne peut pas non plus résilier comme il veut le bail. Donc il y a aussi des protections, mais qui, je trouve, sont beaucoup moindres, bien moindres qu'un locataire en bail d'habitation. Et puis la location courte durée, en principe, on encaisse le loyer avant, donc le risque d'impayé est pas loin d'être nul. Après, il y a aussi d'autres problèmes, bien sûr, mais c'est voilà, tout dépend où vous placez votre curseur. Encore une fois, est-ce qu'il vous fait bien dormir la nuit ou pas. Au niveau des erreurs les plus courantes, donc c'est vraiment là ce que je vais te partager, c'est sur les propriétaires que je recevais, tu vois, à l'étude où j'avais au téléphone, à l'étude de commissaire de justice. Ils me disaient qu'ils avaient choisi trop vite le candidat. Donc je dirais, si tu as la peur de la vacance locative ou te dire ah ouais là faut vite que je loue parce que je vais partir en vacances, parce que si, parce que ça, après j'aurai plus le temps, là déjà tu vas avoir un alerte dans ta tête. Tu sais que tu vas peut-être pas choisir un dossier qui corresponde vraiment aux critères que tu voulais. Donc faire très attention à ça. Est-ce que t'es vraiment à un mois près pour choisir un profil pas top? Parce que les profils, ça dépend aussi. Tu vois, par exemple, là, moi, je suis à Strasbourg. Là, en ce moment, c'est la guerre pour louer. Il y a vraiment un manque de logement. Donc, les bailleurs, ils ont le choix entre des super dossiers pour les étudiants, par exemple, et leurs parents. Donc, peut-être attendre un mois de plus et passer les dossiers, tu vois. Ça, c'est vraiment une des grosses erreurs que j'ai constatées. Ouais. Pas être au courant aussi du droit, parce que tu vois, par exemple, pareil à Strasbourg, j'adore Strasbourg, tu n'as toujours pas compris. Moi, ça me fait un peu rire. Parfois, il y a des gens qui me disent c'est trop cool, j'ai loué un parlementaire, parce que tu sais, on a des institutions européennes à Strasbourg. Ouais, c'est génial, j'ai loué un parlementaire de la Grèce ou de la Suède, je sais pas quoi. Moi, ça me fait un peu rigoler, parce que en fait, ce sont des personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Donc, je traduis ce langage juridique un peu barbare. Ça veut dire que en fait, on n'a pas le droit d'exécuter contre eux. Donc en fait, si ils font pas ce qu'il faut, si vous payez pas le loyer, s'ils restent dans les lieux alors que ils ne payent pas, impossible d'exécuter contre eux, impossible d'expulser, impossible de faire des saisies contre eux. C'est l'immunité diplomatique. Ouais, c'est ouf. Et c'est là aussi que tu te rends compte qu'en fait, l'impayé, il est le fruit de deux types d'actes, en fait. C'est la non-capacité ou la non-volonté, en fait, de payer. Donc le parlementaire, il peut avoir la capacité, mais s'il a pas envie et qu'en plus de ça, on peut pas exécuter, c'est encore pire, quoi. C'est ça. Après voilà, moi je suis juriste. En fait, parfois j'ai peur que les gens se disent ouais mais Claire elle voit le mal partout. C'est juste qu'en fait quand on est juriste, notre cerveau est programmé pour anticiper le pire. Et justement, le but avec ton podcast et nos investissements, c'est de se rassurer, donc de limiter le maximum possible les impayés, quoi. Donc moi, un candidat parlementaire, désolé, j'admire votre boulot et tout, mais moi, ça sera pas mes locataires, ça c'est clair. Donc voilà, de toute façon, suivez toujours votre feeling, le ressenti, comme on disait avant. Est-ce que t'as une anecdote sur ça? Non, pas du tout, mais je peux très bien imaginer le truc, quoi. Le cas de l'impayé, en plus, il a une position, c'est des gens qui sont peut-être de par leur position, leur statut, ont tendance à être peut-être un peu hautains, tu vois, un peu moins conciliants. Et donc, j'aurais du mal à me réjouir d'avoir un locataire comme ça, en fait. Mais c'est vrai. C'est ça. Après, je devrais pas le dire non plus, mais c'est pas grave. Après, moi, je m'en fous ce que les gens pensent. Je dis ce que j'ai envie de dire, ce qui me tient à cœur. J'ai aussi des gens qui me disent ah ouais, moi, je voudrais pas louer à un étudiant en droit parce que les juristes, ils sont trop pointilleux et tout. J'ai envie de dire oui, c'est vrai, mais en fait, si vous les traitez correctement, ça se passera bien aussi, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y en a qui disent ils veulent pas louer à des étudiants en droit ou des juristes, donc après c'est à vous de voir. Mais encore une fois, c'est le feeling, vraiment un critère numéro 1. Et puis je voulais partager une autre erreur que je vois pas mal, mais c'est pas de la faute des investisseurs, c'est ça aussi que je veux dire. Tu sais, quand il y a un impayé, j'ai déjà vu parfois sur des groupes Facebook des gens qui disent moi de toute façon oui il y a un impayé, mais de toute façon dans 8 mois c'est la fin du bail, donc je vais envoyer un congé pour résilier le bail. Alors en respectant le préavis de 6 mois. En fait, l'erreur, donc je comprends le raisonnement, mais l'erreur dans ce truc-là, c'est de se dire, au bout des 6 mois, enfin à la fin du bail, la personne elle va partir.
Donc si elle part, tant mieux pour vous. Mais si elle part pas, vous aurez perdu 8 mois au lieu de faire directement une procédure judiciaire. C'est pas parce qu'on envoie un recommandé avec un congé résiliation de bail que les gens partent. Enfin, je veux dire, vous et moi, on est des gens corrects. Moi, on me dit de partir, je vais partir, quoi. Voilà, c'est le droit. Mais j'ai déjà vu des cas où des gens se maintiennent dans les lieux. C'est pas rare non plus, quoi. Donc plutôt attaquer sur la résiliation du bail directement en justice. Ouais, non, c'est un bon truc, c'est clair que c'est pas parce que le bail prend fin qu'on est débarrassé de nos problèmes, quoi, effectivement. Et comment, dans tout ça, tu dirais enfin, comment toi, peut-être en tant qu'investisseur, tu t'organises, investisseur et juriste, donc t'as les deux casquettes, pour que ce process soit quand même le plus, on va dire, efficace, mais aussi intégré dans ta vie, tu vois, pour que ça devienne plus une usine à gaz et que tu deviennes très actif, trop actif en fait sur ce truc-là, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis faut pas être trop procédurier non plus, hein, c'est clair. Alors, moi, je pense que j'ai pas encore assez de l'eau pour prétendre donner une leçon sur ce sujet. Ouais, faut toujours garder au cœur le feeling. Je sais que c'est peut-être bizarre comme conseil, mais bien observer, essayer d'avoir le temps. Je sais que le temps, c'est notre ressource la plus précieuse, mais c'est aussi lui qui va vous mettre dans l'embarras si vous avez trop la pression de relouer vite et tout ça. Donc je dirais surtout ça. Après, oui, sur l'analyse des documents du dossier locatif, voilà, il y a pas mal d'articles sur Google que vous pouvez trouver. Je pense, ouais, garder la communication le plus possible, tout simplement. Après, j'ai pas de process en tant que tel, tu vois. Ouais. En termes de cadre réglementaire, cadre juridique, il y a une certaine inertie quand même. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut surveiller, monitorer régulièrement, des changements dans les lois qui peuvent impacter la gestion locative, ou est-ce que tu penses qu'en fait, finalement, si tu lis un petit peu les journaux spécialisés de temps en temps, tu vas toujours tout de suite tomber sur le truc qui t'intéresse, quoi. Yes, excellente question aussi. Une autre astuce, c'est pour la question d'avant, c'est, tu vois, par exemple, à l'état des lieux d'entrée, que toi-même, en tant que propriétaire, tu notes, voilà, les défauts que peut-être le nouveau locataire n'avait pas vu, ça instaure tout de suite une relation de confiance, toujours dans cet esprit de communication. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui va faire que la relation, je l'espère en tout cas, sera la meilleure possible pour vous et le locataire. Et après, pour répondre à ta deuxième question, donc sur un peu l'aspect veille juridique, finalement, se tenir au courant des actualités. En fait, c'est ce que je reproche beaucoup au droit, et c'est un peu une mission que je me fais du coup, c'est que c'est compliqué, mais franchement, même pour nous les juristes, enfin, tu vois, même là, je vois avec les élèves commissaires de justice avec qui je travaille, mais parfois, on est, je sais pas, 10, 20 sur une question, on se dit, mais il a voulu dire quoi, là, le législateur? Donc, ouais, les non-juristes, franchement, c'est chaud. Donc entourez-vous de juristes, hein, que ce soit moi ou d'autres juristes dans vos amis, dans vos connaissances, ou que vous écoutez voilà des podcasts, des formations. En tout cas, vous en tant qu'investisseur, où est-ce que j'irai regarder? Eh ben moi je recommande les groupes Facebook. Je trouve que c'est pas mal pour se tenir au courant, mais de façon digeste. Tu vois, aller lire des textes de loi, machin, bon moi ça m'amuse, ça me plaît et tout, de sortir que ce qui nous intéresse nous les investisseurs et de mettre de côté le blabla juridique. Mais pour vous c'est un peu lourd. Donc ouais, moi j'aime bien par exemple le groupe Facebook Immobilier Gestion Locative, c'est Quentin Vautret qui l'anime. Il est pas juriste mais il a sa carte G. Si je dis pas de bêtises, et carte T. Donc il pourrait avoir une agence immobilière et il fait beaucoup de partage sur ces sujets-là. Moi, sur mon groupe Facebook Bâtir son empire immobilier, je partage aussi. Je partage aussi des astuces juridiques dans ma newsletter. Donc, je suis l'auteur du blog recouvrement-facile.com. Et quand il y a une nouveauté, nouvelle loi, voilà, je partage. Attention, là, j'avais partagé, par exemple, il y avait une nouveauté par rapport aux garants. Là, il y avait une nouveauté par rapport aux annonces locatives en juillet, des mentions à mettre en plus, ce genre de choses. J'aime bien aussi les événements d'investisseurs en présentiel. Tu vois, les congrès immobiliers ou même juste boire un verre, un apéro avec des investisseurs, il y a toujours des trucs à apprendre. Et puis les formations en ligne, je trouve que ça c'est le mieux. Après, je peux partager aussi là où moi je trouve mes ressources si jamais ça vous intéresse, mais ça va être plus du juridique. Je sais pas si ça va intéresser tes auditeurs. Est-ce que c'est un truc mal de crâne garanti ou est-ce qu'on arrive à défricher quand même? Oh, on va dire, si vous vous contentez de lire les titres, normalement vous aurez pas trop mal au crâne. Mais par exemple, moi j'aime bien Dalloz Actualité ou Dalloz Huissier. Je suis abonnée aux éditions Francis Lefebvre, donc j'ai leur newsletter. Après, pour y être abonné, il faut avoir acheté un ouvrage, donc c'est des ouvrages assez chers. Mais voilà, moi ça m'aide aussi dans mon suivi. Il y a peut-être la newsletter particulier à particulier, donc PAP. Parfois je trouve des infos, parfois non, mais ça peut être pas mal.
Moi, je suis la revue des commissaires de justice qui s'appelle la revue pratique du recouvrement, les lettres de la Chambre nationale. Et j'échange beaucoup avec des juristes, tu vois, j'ai des amis huissiers, comme je te disais, ou commissaires de justice, notaires, j'ai un ami juriste au service urbanisme d'une ville, j'ai quoi d'autre, j'ai une amie, elle est juriste ressources humaines, donc tu vois, au final, dans mon monde, j'entends toujours les nouveautés, même si je suis pas tout, chaque jour, je connais tout. Je reçois aussi le journal officiel dans ma boîte mail, mais je mentirais en disant que je le lis tous les jours, mais je regarde de temps en temps. Ouais, ouais. Vous avez des apéros IMO aussi, alors, entre juristes, finalement. Ouais, c'est ça. Alors après, tout le monde n'est pas très IMO dans ma team juriste. C'est un peu moi qui commence à les contaminer, je crois. Mais bon, je pense que c'est important pour ma génération qu'on se prépare une retraite, et ça passe, à mon avis, en tout cas, en partie par l'immobilier. Donc oui, on échange pas mal sur ça, ouais. Bien sûr. Super. Non, bah c'est top. Et en ouvrage, sinon, des ouvrages peut-être plus, tu vois, structurels, fondamentaux, qui t'ont plu, qui sont intéressants. Il y a des trucs que tu pourrais conseiller ou... Ouais, du coup sur la gestion locative ou le suivi, tout ça, ouais. Et ben justement, Quentin Vautret, donc il a écrit un livre, c'est le guide de survie du bailleur. Je crois que ça s'appelle comme ça, le guide de survie du bailleur. Je trouve qu'il est très bien fait. Enfin, en fait, c'est comme moi. J'ai pas de partenaire avec lui, je gagne absolument rien à vanter ce qu'il fait, mais j'aime bien parce qu'il a ce sens du partage, ce sens aussi de rendre accessible des choses très compliquées. Donc, on partage ces valeurs-là. Après, en gestion locative, est-ce que j'ai autre chose? Après, ça va être tout de suite des ouvrages très très avancés. Tu vois, moi j'ai acheté le Memento, je crois que ça s'appelle Memento Gestion locative Francis Lefebvre, mais il y a des trucs que même moi je connaissais pas sur des clauses, enfin des trucs de fou, tu vois. c'est incroyable. Ouais, on en apprend tous les jours. Non, à part ça, en termes de livres, ouais, il y en a pour ce genre. Non, c'est pas... En plus, tu vois, le gros problème du droit, c'est que, par exemple, donc moi j'ai fait mes études de droit il y a un sacré moment, mais je pense que 80% de ce que j'ai appris est périmé. Donc le problème du droit, c'est qu'il faut suivre tout le temps, donc je dirais que c'est plutôt par internet qu'on va se tenir au courant. Ouais. Plus qu'en livre, malheureusement, ou alors à racheter chaque année des livres. Mais ça coûte cher. C'est clair. Ok, bon bah c'est cool. Bah écoute, Claire, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des choses, enfin, dans tes perspectives, qu'est-ce qu'on doit attendre? Où est-ce que tu te vois dans plusieurs années? Ouais. Quelles sont ton actualité de cette fin d'année, peut-être? Voir où est-ce que tu vas? Ok. Ouais, excellent. Bah toujours continuer à partager, donc que ce soit voilà en étant speaker dans des événements ou en organisant même des apéros, voilà entre Strasbourg et Besançon avec Aurélien, on organise ça. Là, on va organiser aussi une immersion, donc on va emmener avec nous quelques personnes, soit qui souhaitent, qui débutent et qui souhaitent se mettre voilà à l'immobilier, au business en ligne, ou qui sont déjà plus avancés, parce qu'Aurélien, il a quand même plus d'une centaine de lots, donc il est très très avancé, il s'y connaît bien, il a un vrai sens du partage aussi. On est peut-être un peu moins visible que certains sur le net, mais on a à cœur de partager ça. Pour le reste, j'ai des demandes pour accompagner des personnes qui souhaitent acheter leur premier bien immobilier rentable, donc je vais lancer ça. J'ai toujours les formations en ligne au service des investisseurs immobiliers, donc voilà, moi c'est pas du blabla juridique. Par exemple là, une des formations qui plaît le plus aux investisseurs, c'est celle que j'ai créée sur l'état des lieux. Donc je donne un modèle pour aller vite, sans non plus y passer 3 plombes, et tout en se protégeant. Donc qui s'appelle État des lieux comme un pro, qui se retrouve sur mon blog recouvrement-facile.com. Et puis toujours voyager une semaine par mois si ce n'est plus. Là, je vais aller au Brésil en 2023, donc avoir, si j'ose lâcher un peu le travail pour visiter et tout, tu vois, c'est ce genre de challenge-là. Et puis, j'aimerais bien refaire une vague d'investissement d'ici 2 ans. Là, je suis pas trop finançable en l'état, à voir peut-être si je m'associe, mais par exemple là, j'ai un ami qui s'appelle Fabien Liégeois, qui est un spécialiste des travaux de rénovation, qui s'appelle Rénover pour gagner, son compte. Et lui, en fait, il a rénové un ancien hôtel un peu miteux, et il en a fait des studios avec chacun leur salle de bain et tout, un truc super joli. Donc ça m'inspire beaucoup. Et j'aimerais bien faire ça, tu vois, s'il y a un petit hôtel à vendre dans 2 ans comme ça, je sais pas si cette chambre un peu miteux, ce serait un beau challenge, je trouve, à rénover. Ouais. Non, il y a des trucs à faire en IMO, c'est clair, quoi. Après, effectivement, la contrainte d'une semaine par mois à voyager, c'est dur à tenir aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Mais après, voilà, moi, je travaille énormément, j'ai une grosse capacité de concentration, donc je sais que c'est ce qu'il me faut aussi pour me dire, attends, tu fais aussi ça pour vivre, pour prendre du recul, donc c'est important. Voilà. Après, je suis super haute sur Airbnb, donc le rester, toujours, continuer à partager du contenu de valeur gratuit
et payant. Et vivre ma meilleure vie comme toi. C'est inspirant, ouais, c'est clair. C'est un très bel objectif. Est-ce que les gens peuvent te retrouver principalement sur le blog? Tu disais, il y a un compte peut-être où tu préfères que les gens te prennent contact? Oui, tout à fait. Je partage pas mal sur Instagram. Donc mon pseudo, mon blaze, c'est Claire D'Huissier. Donc ça s'écrit CLAIRE-DHUI2SIER. Donc Claire D'Huissier. Je suis donc l'auteur du blog recouvrement-facile.com et puis sur Facebook aussi, si jamais vous aimez bien Facebook. Moi je trouve ça cool pour échanger, c'est bâtir son empire immobilier. Notre groupe Facebook où on est bientôt 11 000 investisseurs ambitieux, donc rejoignez-nous avec grand plaisir. Donc Aurélien et moi on répond à vos questions, mais aussi Stéphane et Alexandre que je remercie dans ce podcast. On est 4 à répondre aux questions avec toute notre expérience, nos idées, notre créativité. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bon c'est cool, ça fait vraiment, ça donne envie. Une super communauté là qui s'est installée là-bas. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation Paco, c'était top. De rien, merci à toi Claire. À très bientôt sur sûrement un forum, un séminaire IMO. Je suis sûr qu'on va se retrouver de vive voix. Avec plaisir, à très vite. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!